19h45, Labari Info Soir. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du dimanche 25 juillet 2021. Sur ce plateau, ce dimanche, nous accueillons M. Issoufou Arzika, secrétaire général du SNEN. Le SNEN, c'est le syndicat national des enseignants du Niger. M. Issoufou Arzika, bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur ce plateau de la télévision Labari. Voilà, avec vous, il sera question de l'école nigérienne, notamment les examens de fin d'année, le BPC et le baccalauréat. En attendant, nous allons suivre le déroulé de l'actualité. Cela dit, l'ambassadeur du Pakistan au Niger était hier soir à l'école des cadres en vue d'accompagner le club anglais de cet établissement dans ses activités. Plusieurs clubs d'anglais de la capitale ont également honoré la soirée culturelle du English Club de l'EDC. Le résumé avec Adam Soumana et Aboubakar Souley. Il s'agit là d'une rencontre entre les membres du English Club de l'école des cadres avec les responsables de la représentation diplomatique du Pakistan au Niger, à la tête de laquelle l'ambassadeur Ali Siroé. Un cadre d'échange convivial qui n'a pas manqué de saluer le premier responsable de l'établissement hôte. L'English Club de l'école des cadres nous a toujours édifiés de certains spectacles auxquels on ne s'attend jamais. J'espère qu'aujourd'hui encore, ils vont nous surprendre par d'autres spectacles que peut-être que vous allez apprécier aussi. En marge de la rencontre, le diplomate pakistanais nous parle des objectifs à elle assignés. Nous leur apportons tout le soutien nécessaire donc en vue de faire leur activité qui va permettre donc une prise de conscience au niveau des étudiants nigériens, qui va permettre à un grand nombre donc d'étudiants nigériens de pouvoir apprendre cette langue-là. Et au-delà de la langue, même d'une manière générale, donc l'objectif visé, c'est d'aider les étudiants nigériens à acquérir la connaissance d'une manière générale. Parce que vous savez, connaissance et lumière, comme on dit, la connaissance est un outil très très important donc qui va leur permettre de participer pleinement donc, dans le développement de leur pays. To learn, to be educated. To equip themselves with knowledge. Cette cérémonie a enregistré la présence de clubs d'anglais de plusieurs grandes écoles de la place qui louent cette initiative de l'ambassade du Pakistan. Presque toutes les cérémonies qu'on les invite, soit au centre culturel américain ou quelque part, vraiment il est tout le temps avec nous. Vraiment, on est très ravis. On est très ravis de lui, on est très content de lui parce qu'il nous motive en tant qu'adulte et responsable qu'il est avec nous. C'est un honneur pour nous de manifester ça. Notre seul objectif, c'est d'apprendre l'anglais aux étudiants et de faire la promotion de la langue anglaise. Dans le monde où nous vivons maintenant, on a besoin de la langue anglaise. Parce que l'anglais est indispensable et incontournable. Un traditionnel défilé de mode et présentation de quelques figures historiques ayant marqué l'histoire guerrière de l'espace nigérien était au menu de cette soirée avec des photos de famille pour immortaliser l'événement. Ce dimanche 25 juillet 2021, le cimetière musulman de Yantala a enregistré une importante mobilisation des fidèles qui ont répondu aux appels des organisations des jeunes pour le remblayage des tombes effondrées suite à la dernière pluie. Ils étaient tous munis de pelles, des seaux, de coupe-coupe pour l'entretien de ce cimetière. Le reportage est de Boubacar Ibrahim et Sadou Doumi. Cette mobilisation fait suite aux multiples appels lancés par des organisations de jeunes qui faisaient état de l'effondrement de plusieurs tombes après les fortes précipitations enregistrées dans la capitale. Femmes, hommes, enfants, personnes âgées ont effectué le déplacement pour l'accomplissement de cet acte dont la récompense n'est pas estimable. Je fais partie des jeunes qui ont lancé l'appel pour que, jeunes que nous sommes, nous participons à remblayer les tombes. Je pense que nous sommes musulmans et nous avons nos parents, nos frères, nos mamans, nos sœurs qui sont là enterrées et leurs tombes sont tombées. Donc il est de notre devoir musulman que nous sommes donc de venir remblayer les tombes. Et Dieu merci, l'appel qu'on a lancé vraiment, la population de Niamey a répondu à cet appel. Ce qui prouve que nous accordons plus d'intérêt et beaucoup d'importance vraiment à nos parents qui sont là couchés, à nos sœurs qui sont là, à nos frères qui sont là couchés. L'appel que nous avons à lancer prochainement aux bonnes volontés, comme vous le voyez, vous le constatez vous-même, il y a le manque de matériel et encore, nous relançons un autre appel encore le dimanche prochain, que toute la population de Niamey se mobilise pour qu'on puisse en finir avec. Vraiment, on n'a qu'à remercier le bon Dieu de la manière dont l'appel a fait passer
et que les gens ont répondu massivement à cet appel-là. Et que ce travail-là est un travail de don de soi et que c'est un travail de Dieu et que c'est notre tous donneur de demeure. Tout le monde doit vraiment pour la prochaine fois doivent se répondre comme vraiment les gens ont répondu maintenant. Les bonnes volontés ont également répondu à l'appel en manifestant leur appui tant en matériel qu'en voyage de latérite, des sables, d'eau, des seaux et du lait. Mais malgré l'immensité de la mobilisation, beaucoup reste encore à faire pour atteindre l'objectif. Il est donc important que les autres fidèles se mobilisent davantage pour aider à l'entretien de notre dernière demeure. Pour les reportages de cette édition victime d'inondations les années antérieures, la commune rurale de Liboré, en collaboration avec le village de Bani Bangou, se sont concertés pour construire une digue dans le but de prévenir des éventuelles inondations. Le reportage est de Fadilatou Issifou, stagiaire de l'université de Dosso, sur les images de Aboubakar Souley. Situé à quelques kilomètres de Niamey, dans le département de Kolo, le village de Liboré couvre une superficie de 110 km². Ces dernières années, il a connu des inondations dues à la montée des eaux en saison pluvieuse. Des inondations qui ont occasionné des dégâts matériels importants pour les habitants de cette commune rurale qui gardent toujours en mémoire ces tristes événements. Raison pour laquelle les habitants de ce village, en collaboration avec ceux du village de Banigungu, ont pris l'initiative de construire une digue de protection pour prévenir d'éventuelles inondations. Maintenant, wallahi barkusi labora kam min mansara irkwar hinko ne da Banigungu. Malalai da Banigungu. Angagati mafari kan namborende charguna ine boray mate digi. L'année passée, nous avons été profondément touchés par l'inondation, raison pour laquelle cette année, notre village et celui de Banigungu se sont concertés pour construire ensemble une digue qui empêchera aux eaux de pluie de nous engloutir une fois encore. Les habitants de ces villages lancent un cri de cœur et sollicitent un appui. Nous attendons l'aide de l'État en premier lieu, celle des bonnes volontés et surtout celle des fils et filles du terroir. À noter que ces eaux proviennent le plus souvent du Mali et du Burkina Faso, surtout en cette période des saisons de pluie, ce qui est à la base du débordement des eaux du fleuve. Restons à Liboré pour aller à la découverte de ces pêcheurs sur le fleuve Niger, des pêcheurs qui rencontrent d'énormes difficultés en cette période. Nous rapporte Ramou Maman Sani, stagiaire de l'UFTIC, sur les images d'Aboubakar Souley. La pêche est une activité génératrice de revenus pratiquée par plusieurs riverains du fleuve. C'est l'exemple à Liboré, situé à quelques encablures de Niamey, où beaucoup de personnes font de la pêche leur activité principale. La pêche que nous exerçons au moment de la saison chaude et celle de maintenant diffèrent. Nous mettons le filet avec ses plombes sur une longue distance dans le fleuve pour prendre les poissons. Des fois, nous en prenons et d'autres fois, non. Et c'est ainsi que ça se passe. Les pêcheurs de Liboré rencontrent des difficultés qui constituent des obstacles dans la pratique de leur activité.
Les problèmes qu'on rencontre actuellement sont entre autres l'ensablement du fleuve et aussi quand les affluents du fleuve se déversent, ils apportent beaucoup de déchets plastiques avec eux. Sans ça, notre pêche serait vraiment très bonne. La pêche est une activité économique qui contribue au développement du pays et qui continue également à rayonner tout au long des rives du fleuve Niger. Je l'ai annoncé en début de cette édition, nous accueillons ce dimanche comme invité du journal Issoufou Arzika, secrétaire général du SNEN. Monsieur Issoufou, bonsoir. Bonsoir. Alors avec vous, on va parler de l'école nigérienne, notamment ses examens de fin d'année, le BEPC, le baccalauréat. Mais en attendant, le rapport sur l'évaluation des enseignants a été publié. Comment vous l'appréciez? Bien, merci beaucoup. Le rapport intervient quand même maintenant un peu plus d'un an après l'avoir annoncé, mis en œuvre. Nous estimons que c'est une bonne chose d'évaluer les enseignants. Nous avons toujours soutenu, dans tous les ordres d'enseignement d'ailleurs, qu'on fasse l'évaluation du niveau de compétences des enseignants dans le but de les renforcer. Et nous avons beau créer que notre système est en panne, il est un grand malade. Et je pense que les mesures et de correction ne doivent pas aussi être repoussantes à notre égard. C'est pourquoi on a apprécié. Bien, c'est tombé, les résultats ne sont pas reluisants. Mais ils contredisent quand même un résultat international. Il y a une enquête supranationale qu'on appelle le PASEC, c'est le programme d'analyse des systèmes éducatifs de la Confémen. Donc on en avait fait en 2014 où le Niger a occupé la dernière place loin derrière le Tchad. Mais en 2019, bizarrement, quand on a repris encore ce programme d'analyse, c'est une enquête internationale basée sur pratiquement les mêmes critères que l'évaluation conduite par le ministère des enseignements secondaires, l'ancien ministère des enseignements secondaires. Nous nous sommes retrouvés avec en tout cas un niveau d'appréciation où nous étions qualifiés des pays presque les plus performants en éducation, parce que de 2014 à 2019, il y a eu un bond considérable qui ne semble pas être très réaliste. Je crois qu'il faut qu'on arrête de se mentir à nous-mêmes. Si en 4 ans, il y avait ce que le PASEC 2019 a dit est vrai, on ne serait pas dans les mêmes résultats que de l'enquête locale où on avait essayé quand même d'être sincère. Il y a des enseignants qui en fait, il y a 3 aspects qui ont été pratiquement évalués. C'est la maîtrise de la langue d'enseignement, donc le français pour ceux qui font le français. Donc le contenu, la maîtrise du contenu, que l'enseignant du maths maîtrise les mathématiques, l'enseignant du français maîtrise non seulement la langue française, mais la discipline, le contenu en français, ainsi de suite. L'enseignant de philosophie, qu'il maîtrise la langue d'enseignement qui véhicule l'enseignement, le français, et le contenu de la philosophie, les matières qu'il devrait enseigner. Maintenant, le troisième, c'est les compétences, c'est-à-dire la compétence pédagogique de l'enseignant à transmettre le savoir. Ces 3 paliers-là ont été évalués. On a retrouvé un petit nombre d'enseignants quand même qui s'en sortent avec des mentions honorables sur les 3 aspects. On a trouvé un autre groupe aussi du milieu qui maîtrise 2 aspects et qui s'en sortent pas mal. Mais ce qui est grave, très grave, c'est qu'on a aussi retrouvé des enseignants qui ne maîtrisent ni la langue française, ni la langue d'enseignement, ni le contenu. Ils n'ont pas de compétences pour véhiculer les savoirs. Et ça ne nous honore pas. Et je pense qu'une fois qu'on vient à l'enseignement, on n'a que des acquisitions théoriques. Il est important pour un enseignement, et pour un enseignant qui se respecte et qui respecte son travail, de se mettre en tout cas à la lecture et à l'auto-formation. C'est vrai, l'État a le devoir de la formation continue. Et dès qu'il engage, c'est un devoir pour la fonction publique de continuer à faire. Et en fait, la fonction publique qui représente l'État en ce qui concerne la gestion des fonctionnaires, de faire la formation continue. Je crois que cette formation n'a pas été à la hauteur, puisqu'on s'est retrouvé avec des résultats qui ne sont pas reluisants. Ce qu'il faut faire de ces résultats, il faut les exploiter. Il faut qu'il ait un impact, il faut qu'il ait une suite agissante, pas en termes de condamnation.
Et il faudrait, c'est cela aussi l'appel que nous allons lancer au ministère, il faut que les résultats soient confidentiels. Et nous avons appris que les résultats seront transmis par voie personnelle à chaque enseignant. Nous préférons cela parce que ça risque de créer des frustrations et on risque de se retrouver. Parce qu'un enseignant, vous savez, les recommandations de 1966 ont dit qu'il faut le mettre les conditions psychologiques de se centrer à l'aise, non seulement en société, mais aussi les conditions matérielles, de pouvoir prendre en charge sa famille et tous les aspects sociaux qui s'en suivent. Or, en Afrique, l'aspect social, il est très ramifié, il est très compliqué. Ce n'est pas que la famille cellulaire. Alors, une fois qu'on jette l'anathème sur un enseignant, il se peut même qu'il traverse la frontière. Il se peut qu'il devienne fou. Il se peut qu'il devienne névrosé. Donc, il est important que ces résultats, en dehors des statistiques qui ont été publiés, que ces résultats restent strictement confidentiels et que les enseignants qui vont être formés, c'est peut-être là que ça va être difficile parce qu'on va se rendre compte qu'il y a une classification au niveau des enseignants parce qu'il y en a qui vont avoir une formation intensive. Il faut qu'ils soient formés sur les 3 aspects. Ça va être extrêmement difficile, mais il faut que l'État essaie. Puisqu'on a un stock qu'on ne peut pas remplacer. On n'a pas de professionnels au niveau du secondaire. Non, on a du tout bien. Par exemple, à SVT, on a 45 diplômes différents qui enseignent la même discipline. Donc, voici extrêmement difficile. On ne peut pas les chasser parce qu'on n'en a pas. L'enseignant secondaire a énormément besoin de personnel enseignant. Alors, puisqu'on ne peut pas les chasser, la solution, qui est forcée d'ailleurs, où le gouvernement n'a pas le choix, ce n'est pas de chasser, mais c'est de les former. Maintenant, quitte à mettre les moyens nécessaires, l'éducation ne coûte jamais cher, jamais ne coûte cher, donc mettre les moyens nécessaires pour que l'évaluation qui vient d'être faite ne tombe pas à l'eau. Est-ce que vous pensez que cette évaluation peut apporter un changement dans la formation des élèves? Non. De la forme, oui, absolument. Vous savez, un enseignant bien formé, et même si quelque part les conditions peuvent amener une plus-value dans l'efficacité du système, mais le primordial, le central, le fondamental, le basique, la base même, c'est l'enseignant. Donc si l'enseignant a un certain nombre de compétences pour enseigner, je vous assure que le reste viendra de soi-même. Mais ce n'est pas comme une excuse pour ne pas mettre les enseignants dans les conditions infrastructurelles, les conditions didactiques d'enseignement et même les conditions psychologiques et salariales. Il le faut. On a beau être compétent lorsqu'on vient en classe avec la moitié de l'aspirine à la maison parce que le petit enfant est malade, on n'a pas pu acheter l'aspirine parce que la marmite ne bouillonne que de l'eau dedans. Je crois que l'esprit est très partagé. C'est pourquoi on doit mettre l'enseignant dans les conditions psychologiques sereines et consolidées pour qu'il puisse, une fois qu'il est en classe, qu'il ne se consacre qu'aux activités d'enseignement-apprentissage. Je suis convaincu que si l'État exploite les résultats de cette évaluation, je suis convaincu, s'il met en œuvre les besoins de formation, nous avons la conviction qu'il y aura un changement. Il ne va pas venir tout de suite, mais il y aura une plus-value, à condition que l'enseignant lui-même se respecte cette fois-ci, qu'il s'adonne. Parce qu'il y en a qui, peut-être c'est pas parce qu'ils n'ont pas... vous savez, l'observation souvent produit un effet inhibiteur de toutes les compétences et des performances. Ça peut jouer sur certains enseignants. Peut-être qu'il y a tous ces aspects-là, mais en gros, ces résultats-là, tel est que le gouvernement les a fait de manière objective et scientifique. Je vous assure que s'ils les exploitent avec les tranches d'enseignants et chacun avec les besoins spécifiques détectés en lui pendant l'évaluation, je suis sûr que les choses vont commencer à changer, quitte à continuer et aller jusqu'au bout. Parce qu'il n'y a pas de demi-mesure dans l'éducation. Alors, parlant des élèves, les résultats définitifs du BBC, le brevet d'études du premier cycle, sont connus. On parle d'un taux d'admission de 20,55%. Un taux, vous conviendrez avec moi, très faible. Alors, comment vous jugez ce taux-là? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Bien, c'est les répercussions de plusieurs années de mauvaise gestion du système éducatif. L'évaluation ex-ante du PCF, le PCF c'est le programme sectoriel de l'éducation et de la formation qui était censé courir en tout cas pendant 10 ans. Alors malheureusement, nous étions en train de le mettre en œuvre quand... J'ai dit nous parce que nous, les enseignants, nous exécutons les tâches donc, déclinées à partir du PCF. Donc j'ai dit nous, mais c'est le gouvernement qui a le pouvoir régalien de faire exécuter. On était dans le PCF à mi-chemin, donc 5 ans de mise en œuvre, quand après les évaluations, on s'est rendu compte qu'on n'est pas en train d'atteindre les objectifs. Le programme, il est national. Un programme d'éducation doit être un choix national, souverain, indépendant de toute injonction extérieure. Même si l'argent vient de l'extérieur quelque part, à un taux d'ailleurs qui ne nous empêche pas de continuer à gérer notre système, mais il apporte une plus-value
qu'on ne néglige pas. Et du coup, on remercie ceux qui nous apportent le peu de leur contribuable pour que nous puissions assurer notre système. Mais je pense qu'il faut aussi qu'on sache tirer les leçons des échecs. Malheureusement, au Niger, les échecs qui viennent, ils se répètent. Et on a l'impression qu'il n'y a jamais de coupable. Chacun se cache de l'anonymat que c'est l'État. Parce que l'État, et même si on a été président un moment, on pense qu'en quittant, on n'a plus de compte à rendre. Non, je crois que l'histoire est là. Et il faut savoir aussi avoir un cas de conscience lorsqu'on échoue, ce qui permettra, même dans la vie future, de faire les choses bien. Mais au Niger, nous souffrons, nous continuons à cultiver en fait, ces sentiments que, bon, c'est tout le monde, c'est pas moi seul, donc ce n'est pas grave. Non, c'est grave justement parce que quand vous sortez seul dans un autre groupe et qu'on vous désigne comme dernier, comme criminel, comme voleur, je crois que ça ferait mal. Alors, c'est en ce sens que, quelque part, on peut accuser la mauvaise gestion lointaine du système éducatif qui a abouti. Parce qu'on a essayé cette fois-ci quand même de faire un système et un brevet plus ou moins propre. Moi, je ne dis pas qu'il est propre, parce que nous, enseignants, on a pris des coups compte tenu d'une certaine intervention qui a été trop bruyante, celle de nous indexer comme étant le corps le plus corrompu, alors qu'on sait très bien là où la corruption rapporte des milliards. Mais quand certaines institutions interviennent dans l'éducation, ils font du bruit avant d'y venir. Or, ils partent dans d'autres secteurs, ils font leur investigation, ils prennent des coupables, d'énormes coupables, des très graves coupables, sans bruit. Mais à l'éducation, avant même qu'on nous prenne comme voleurs, on annonce que nous sommes des potentiels voleurs. Donc on a pris un coup. Tant mieux, il y a eu un examen qui a approché les résultats de la réalité. Nous continuons, nous en tout cas à notre niveau, à dire que ces résultats ne reflètent pas forcément la réalité. Ils sont à côté de la réalité, ils ne reflètent pas la réalité. Tout le monde a vu les tendances lorsqu'on a commencé à donner les résultats par centre. Ça a varié de 2,5 à 5%. Oui, tout groupe confondu. Mais alors il y a eu un repêchage. Le repêchage trahit la réalité des résultats. Oh, c'était officiel, tout le monde l'a su, on est descendu jusqu'à 9,5 pour faire le premier groupe. On est descendu jusqu'à 7 pour faire le deuxième groupe. Alors ce qui a fait qu'on a pu se retrouver avec 20,5. Ça veut dire quoi? Si on était resté à la réalité des réalités, y compris même tout ce qui peut intervenir dans les corrections, comme complaisance, comme inattention, on risque de se retrouver avec 10%. C'est peut-être ça qui pourrait se retrouver à côté de la réalité des examens. Mais bref, le fait qu'on fasse un repêchage n'est pas tellement le péché, mais c'est le fait de laisser ce groupe-là venir sans prendre en compte le fait qu'ils ont été repêchés, en tout cas pour faire la formation nécessaire pour qu'ils ne retournent pas à moitié dans la rue. Autre conséquence de ces résultats, il y aura un terrible problème de gestion du flux. Parce que ceux qui vont reprendre sont nombreux. Il faut voir le flux qui retourne en troisième. Or, il y a ceux de quatrième qui vont arriver encore. Maintenant, je vous assure, à l'heure actuelle, les directions régionales de l'éducation nationale ne savent plus où donner de la tête pour régler le problème de la gestion du flux qui va arriver. C'est presque la totalité, parce que 20,5%, c'est les cinquièmes. La majorité ne quitte pas l'école. Ils vont se retrouver encore en classe de 3 ans pour répondre. Il y a le flux de là. Ah bon, écoutez, c'est un autre problème de ces résultats catastrophiques. Ça ferait mal. Maintenant, pour le grand nombre aussi, de l'autre grand nombre qui va partir dans la rue, si les parents n'ont pas les moyens de les gérer, c'est un autre problème. Parce que dans d'autres pays, on n'exclut plus. Parce que déjà, au primaire, on détecte tes compétences professionnelles. Pour qu'avant que tu arrives en troisième ou au lycée, déjà, on sait qu'on t'a donné un certain nombre de performances qui te permettent d'aller t'insérer dans le tissu social et économique. Mais au Niger, quand vous dépassez la sixième, c'est l'enseignement général au collège, c'est l'enseignement général au lycée. Un bachelier qui quitte l'enseignement, qui quitte les bancs et qui n'arrive pas à s'insérer dans l'enseignement supérieur, il devient un potentiel chômeur. Parce qu'il n'a pas d'autres compétences pour aller. Donc les résultats, nous devrons en tirer les leçons. Nous avons passé plusieurs années à fausser nos résultats, à mentir à nous-mêmes. Quand nous avons 10%, nous élevons les résultats à 40, à 50. Alors que sous d'autres sièges, à 50% déjà c'est catastrophique. Sous d'autres sièges, à 60% déjà c'est catastrophique. On cherche les 90%. Mais nous, même avec ce qu'on a qui est dérisoire, on cherche à maquiller la vérité. On multiplie la vérité par 3 à 4. Ça veut dire que tout ce qui est au-dessus de la vérité est ce qu'on ne peut pas appeler ici. Mais nous nous montrons à nous. Et voilà les conséquences. Je parlais de l'évaluation du PCF qui a démontré que la faille principale de l'échec du système éducatif n'est pas forcément les enseignants. C'est la gouvernance. C'est la gestion. Notre système est inefficace, il est inefficient. Or, l'efficience d'un système éducatif, c'est quoi? On met peu d'argent, on a beaucoup de résultats. Les pays qui nous entourent ont un système éducatif plus efficient que nous. C'est-à-dire, lorsqu'ils mettent 5 francs dans un système éducatif, ils ont un résultat A.
Or, nous, quand nous mettons 5 francs dans notre système éducatif, nous avons le résultat bien aussi en dessous. C'est ça, au fait, l'efficience. Or, ça, ce n'est pas l'enseignant qui gère ça. Ce n'est pas l'enseignant d'ailleurs qui est maltraité en un seul mot et maltraité en 2 mots, qui gère les ressources de l'éducation. Ce n'est pas lui qui gère les programmes de l'éducation. Ce n'est pas lui qui pilote l'éducation. Ce n'est pas lui qui édicte les règles. Lui, il n'est qu'un exécutant. Il met en application. Donc, si le système échoue par la faute de la gouvernance, je crois que les enseignants n'ont pas à être incriminés. En premier lieu, il faut d'abord incriminer le gouvernement. Les enseignants sont taxés d'être en fait, d'un bas niveau de compétences et de performances. Oui. Mais si les enseignants le sont, les journalistes que vous êtes aussi le sont, les douaniers le sont, les autres le sont, parce qu'en réalité, nous sommes sortis tous du même moule du système éducatif. C'est parce que l'éducation est très sensible qu'on sent cela. Mais sinon, ce n'est pas forcément ceux qui ont échoué dans le système éducatif qui partent à l'éducation. Non. Le même produit médiocre est truffé partout. Notre administration est trichée d'incompétents. Notre administration est trichée des gens qui ont des faux diplômes. Elle est trichée des gens qui ont le même bas niveau dont on accuse les enseignants. Pourquoi? Parce que nous sommes tous issus du même système. C'est les mêmes brevetés qui s'éparpillent dans les différents secteurs. C'est les mêmes bacheliers qui s'éparpillent. Donc il faut qu'on arrête pour se dire que les véritables problèmes de l'éducation, c'est peut-être l'orientation des solutions. On a tout mis sur l'enseignant comme si c'est lui qui a gâté tout le système. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, puisque l'évaluation commanditée par l'État lui-même a démontré que c'est sa gouvernance qui est accusée. Il faut qu'on corrige la gouvernance, il faut qu'on rectifie l'administration, il faut qu'on trace les francs, le petit franc qui quitte le trésor, qui va être injecté dans l'éducation, pour qu'un seul individu ne détourne pas nos millions et nos milliards à cause de ses enfants et laisser les enfants des pauvres là-bas. Et être enseigné dans un trou ou sous un arbre, souvent sans ardoise, où la crème, c'est l'enseignant qui l'achète. Il faut qu'on tire les leçons de ces résultats du BPC. Franchement, bien qu'ils ne soient pas très très réels, les catastrophiques, donc qu'on en tire les leçons désormais pour qu'on se dise que les systèmes, il faut arrêter la gabégie, il faut arrêter la complaisance, il faut ramener de la rigueur, il faut ramener de la sanction, il faut ramener aussi la culture de l'encouragement pour ceux qui réussissent, mais sur la sanction dure et sans embâche pour ceux qui font échouer le système, expressément surtout, et de manière coupable. Monsieur Issoufou, parlons cette fois-ci du baccalauréat session 2021 qui a été récemment reporté. Alors, est-ce que ce report-là a sa raison d'être? Il a sa raison d'être, mais ça ne dédouane pas quand même les éventuels coupables. Tout comme au BPC, il y a eu fuite, il y a des coupables, il y a eu des négligences ou de l'incompétence, je ne sais pas. Il y a eu quand même un report de BPC qu'on n'a pas apprécié dans le fond, mais qui, dans la forme, on ne peut que l'apprécier parce que si on n'avait pas reporté, on n'aura pas un bon BPC. Le bac, le ministre de l'enseignement supérieur nous a appelé pour partager avec nous, au fait, les raisons de ce report-là. C'est vrai, les fonds avaient été autorisés par le gouvernement depuis belle lurette, mais je ne sais pas comment dans les procédures ou dans les négligences des uns et des autres, à une semaine, à 4 jours, on ne savait pas si le bac aura lieu ou pas. Donc elle nous a appelé pour nous dire qu'il y a quelques contingences qui sont là et qui font qu'on ne peut pas tenir le bac à temps, qu'il faille le reporter au 4. Mais nous-mêmes, après avoir pesé les pour et le contre, en fait, on était obligé de reporter. Il fallait que le ministère reporte le bac. On n'a même pas fait venir encore les présidents du jury, dont certains mettent 48 heures avant de venir, prendre les avances et 48 heures pour partir. Le gouvernement allait engager un bac sans payer les arriérés de 2020. Alors le paiement de ces arriérés de 2020 qui est en train d'intervenir dans des conditions vraiment lamentables et par rapport auquel paiement type de paiement par rapport auquel nous avons des propositions pour le gouvernement et nous avons aussi un appel à l'endroit de nos camarades vraiment au calme, à la retenue et au respect de soi-même. Parce que souvent quand on va au niveau de ces paiements-là, vraiment les uns et les autres, certains se clochardisent, d'autres sont clochardisés. Il y a de l'arnaque, il y a du n'importe quoi autour de ces paiements-là. Donc nos propositions pour ces cas-là, c'est une parenthèse, c'est qu'il faut que chacun désormais donne son compte et qu'on lui vire son argent. Ça va éviter certaines mauvaises pratiques qu'on voit autour des guichets et par beaucoup d'acteurs d'ailleurs, à l'interne comme à l'externe. Alors nous avons beaucoup de propositions par rapport à ça. Nous allons rencontrer le ministère pour lui faire ces propositions-là. Maintenant, le bac a été reporté parce que justement il y a un problème de temps. Les présidents de jury viennent et repartent pour
peut-être 4 jours à 5 jours. Et cela ne permettra pas aux correcteurs d'être dans leur poste. Vous savez, au moment où on a reporté le bac, beaucoup n'avaient pas leur convocation. C'est un de 4 jours. Ah oui, ils n'ont pas leur convocation. Ils ne savent pas là où ils vont. Et voilà qu'on allait vivre un recul terrible, c'est celui d'aller à ce bac 2021 alors qu'on n'a pas touché au reliquat des correcteurs de bac 2020. Donc vraiment, avec les syndicats, il y a eu la pression, les échanges, les démarches qu'il y a eu, les offensives pour débloquer au moins 245 millions qui permettront de payer les reliquats et la moitié de reliquats du bac 2020. Et quand même, on a pu, puisqu'ils avaient déjà la disponibilité pour les fonds nécessaires pour l'avance du bac 2021. Mais alors, ils ont voulu aussi innover. Et donc les présidents juridiques qui vont venir vont avoir 3 jours de formation à un logiciel de calcul automatique de notes. Oui, c'est bien l'innovation, surtout qu'elle va permettre de réduire l'intervention humaine dans les calculs de notes, cette intervention humaine qui est d'ailleurs source de fraude, de complaisance et de tout ce que vous savez, donc, et de corruption. Donc nous apprécions cette formation, mais nous pensons que le ministère a eu quand même s'il y a une installation de nouvelles autorités, il y a eu passation, et que le ministère a eu quand même 12 mois à préparer le bac. Parce que le bac se prépare aussitôt le bac précédent. Le bac prochain se prépare aussitôt le bac précédent terminé. On ne peut pas dire pendant 12 mois qu'on était en train d'attendre de préparer le bac, que c'est à 2 semaines qu'on va se rendre compte qu'il y a un problème. Une fuite, par exemple, c'est une raison valable, parce que ça intervient et ça se prend, on arrête. Mais des problèmes techniques du genre, on a négligé tel aspect, on a négligé tel décaissement de fonds, moi je pense qu'il y a un coupable derrière ça, il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête et le report du bac s'impose, mais les raisons avancées ne dédouanent pas, en tout cas, l'administration qui nous a amenés à ça. Nous allons souhaiter que d'ici le 4 août, en tout cas, ce bac-là se déroule bien aussi dans les conditions silencieuses et propres. Silencieuses, pas comme le BPC, des conditions silencieuses comme on en fait partout, mais que les coupables qui seront amenés à poser des actes indélicats, je peux vous assurer qu'en tout cas, les représentants des enseignants que nous sommes ne sont pas prêts à les défendre. Nous sommes même peut-être pour qu'on les sanctionne, pour que prochainement ça ne reprenne pas. Monsieur Issoufou Arzika, pour finir, votre souhait pour l'école nigérienne? C'est que tout le monde s'y mette. C'est qu'on fasse un effort pour dégager la politique. C'est qu'on construise de bonnes classes pour les enseignants. On finisse avec la contractualisation. Les contractuels ont fait un sacrifice énorme pour ce pays, il faut le reconnaître. Énorme. C'est des camarades qui viennent travailler l'une des fonctions, l'un des métiers les plus difficiles, où même l'heure de repos à la maison ne t'appartient pas, parce qu'il y a la préparation. Parce que chaque jour tu t'évalues et on t'évalue. C'est le seul métier où chaque jour tu t'évalues, chaque heure tu t'évalues et on t'évalue chaque jour. C'est le seul métier. Donc c'est harassant. Mais pourtant, c'est paisible citoyen, c'est laborieux enseignant. Finissent le mois à attendre les mètres qu'on doit leur donner. C'est quoi la mètre? Au lieu de prendre 150 000 de salaire, ils se retrouvent avec 60-70. La moitié, c'est comme si on a fait cadeau à l'État. C'est comme si on a fait cadeau, parce que c'est indu. Quel contrat? Quel contrat? Est-ce que moi je peux signer un contrat pour descendre une montagne et qu'on me donne 5 francs? On sait très bien que quelque part, on savait que la jeunesse nigérienne était affamée. Elle était désœuvrée, on a exploité ça. Il faut arrêter. 2003, d'ailleurs 98 à 2021, ça fait à peu près 23 ans que la jeunesse nigérienne s'est donnée pour construire quelque chose de le système. Ce n'est pas de sa faute s'il y a échec. Il est temps que le gouvernement arrête carrément le contrat, qu'il recrute tout le monde, qu'il les mette dans les conditions d'accord matériel, salarial, mais les conditions morales pour que l'enseignant se sente considéré. Maintenant, de l'autre côté, il faut qu'on améliore la gouvernance. Et ça, ce n'est pas les enseignants. C'est les politiciens. Ils ont décidé de faire bien. Nous allons applaudir s'ils font bien, mais nous allons aussi décrier s'ils font mal. Merci M. Issoufou Arzika, merci d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général du SNEN. Le SNEN, c'est le syndicat national des enseignants du Niger.
Voilà, du 8 au 10 juillet s'est tenu à Cotonou, au Bénin, le deuxième sommet citoyen ouest-africain sur la bonne gouvernance, l'alternance et la démocratie, couplé au sommet des jeunes de l'espace CEDEAO organisé par Tournons la page internationale avec l'appui de ses partenaires. À l'issue de cette rencontre, le mouvement TLP international s'est vu distinguer meilleur mouvement citoyen africain par African Rising. Le film complet de cette rencontre citoyenne avec Moudi Moussa. Très bonne réception à vous. Du 8 au 10 juillet 2021, une délégation nigérienne composée d'une vingtaine d'acteurs de la société civile a pris part à Cotonou au Bénin aux assises du deuxième sommet ouest-africain sur la bonne gouvernance, l'alternance et la démocratie, couplé avec le sommet citoyen des jeunes de la CEDEAO. L'ouverture de ces assises citoyennes a été marquée par plusieurs interventions dans le discours d'ouverture prononcé par le coordinateur national TLP Niger, Michael Zodi, au nom de la coordination TLP internationale. Il s'agit à travers cette rencontre qui réunit les participants de 10 pays sur les 15 que compte la CEDEAO de développer des réflexions et formuler des propositions pour une CEDEAO au service exclusif des peuples. La CEDEAO, ce n'est pas une affaire des chefs d'État, mais c'est une affaire des citoyens que nous sommes. Et donc aujourd'hui, cette deuxième édition s'inscrit dans la droite ligne de ce que nous avons fait à Lomé en 2017. Et nous disons également que cette deuxième édition fait un clin d'œil à ce qui s'est passé en 2019 à Niamey avec le NDI qui avait organisé une très belle conférence également citoyenne et qui avait permis d'obtenir l'engagement du président nigérien de l'époque qui s'était engagé à respecter sa constitution. Entrepris à l'initiative du Front citoyen Togo Debout, le mouvement citoyen international Tournons la page, les universités sociales du Togo et autres, ce sommet ouest-africain pour une CEDEAO de peuple mettra d'autre part un point d'honneur sur la cruciale question de limitation des mandats présidentiels ou les nouvelles formes de coup d'État en Afrique. Je pense qu'après 2 mandats, il faut que vous puissiez passer la main, donner le témoin à votre successeur et que cette succession se fasse de façon démocratique, apaisée, transparente, à travers des élections transparentes, afin que justement toutes les énergies que les citoyens emploient à essayer de faire partir quelqu'un qui s'accroche au pouvoir, toutes ces énergies, nous puissions les orienter vers le développement, plutôt que de voir l'élite ou des gens de qualité employer la majeure partie de leur temps à réfléchir à comment faire partir celui qui est assis là depuis 3 mandats, depuis 4 mandats, qui n'arrive pas à faire développer le pays, mais qui ne veut pas partir et qui est prêt à tuer pour rester au pouvoir. Cette initiative de la société civile ouest-africaine est soutenue à juste titre par le Centre de recherche sur l'État en Afrique, le CREA, pour qui l'intérêt d'un tel sommet n'est plus à démontrer. Au début des années 2000, les chefs d'État avaient voulu inscrire dans le protocole additionnel sur la démocratie, la bonne gouvernance, la limitation des mandats. Mais à l'époque, on s'était heurté au refus, à l'opposition de 2 États, notamment la Gambie et le Togo. Entre-temps, le Yaya Jammeh de la Gambie est parti, donc le principe a été formellement inscrit. Le Togo est revenu sur sa position, en tout cas du point de vue formel, puisque la révision constitutionnelle de 2020, je crois, oui, de 2020, a à nouveau inscrit dans la Constitution la limitation des mandats. Donc on se dit qu'a priori, plus rien ne s'oppose à ce que la CEDEAO l'inscrive dans cette texte. C'est pour ça qu'il est important de lancer cette campagne afin de l'obtenir définitivement pour que désormais plus personne ne le viole. Et il faut le faire de façon impérative afin que ce ne soit pas seulement une disposition pour amuser la galerie, que quiconque sache que s'il viole cette disposition-là, il risque des sanctions. D'autres sujets, pas de moindre, se rapportant entre autres au syndrome du 3e mandat, le rôle de l'armée dans la gouvernance, les missions d'observation de la CEDEAO, le rétrécissement de l'espace civique ont en outre été abordés à travers divers panels animés par d'éminentes figures universitaires et de la société civile de la sous-région. De quoi édifier les participants, lesquels ont adopté une déclaration dite de la jeunesse de la CEDEAO, dans laquelle ils ont fait part de leurs propositions pour la CEDEAO qu'ils veulent à l'horizon 2050. Parce que vous le savez, aujourd'hui, la CEDEAO n'est que de nom, c'est une institution de nom. Mais comment créer les conditions pour que cette CEDEAO puisse intervenir par rapport même à des litiges
le savez, au Niger, ce qui s'est passé par rapport à notre camarade qui a été incarcéré. Donc nous voulons donner plus de force à la CEDEAO. Mais pour que cette CEDEAO ait cette force-là, il faudrait nécessairement que dans nos pays, que les pouvoirs soient issus des élections libres, transparentes et autorisées. Donc, on va donner une nouvelle vision, une CEDEAO de peuple et une CEDEAO de nation. Donc c'est ça notre combat et des recommandations seront assorties de ces forums de la jeunesse. C'est de mettre en place d'abord le mécanisme, mais de deux, c'est de mobiliser au niveau de la base, en travaillant à un éveil citoyen, pour que les jeunes comprennent qu'il est de leur bien-être de lutter, de travailler à ce que les lois soient respectées. Donc nous, on va fonder notre stratégie sur la mobilisation citoyenne, parce que la volonté populaire s'est toujours imposée dans les autres pays. Nous, jeunes de la CEDEAO. Deux faits majeurs ont par ailleurs marqué la deuxième journée de ce sommet citoyen pour une CEDEAO des peuples, à savoir l'appel des jeunes de la CEDEAO à la libération des militants de droits humains, Anas Jibrilla du Niger ou encore le Guinéen Oumar Silla, embastillé pour son engagement contre le troisième mandat du président Alpha Condé. Suivi de la remise symbolique d'un trophée au mouvement citoyen tournant la page internationale, distingué par African Rising pour son combat avant-gardiste en faveur de la promotion des droits humains, l'engagement citoyen, des élections transparentes, mais également pour une gestion efficiente des finances publiques et pour une Afrique verte. Alors, donc, je lance un message à tous les dictateurs qui vont s'aviser à reconsidérer l'Afrique comme étant un continent où il va falloir aller chercher des ordres à gauche, à droite. Non, je pense qu'aujourd'hui, le Bénin va être le point de départ de cette nouvelle vague, de cette nouvelle dynamique pour que, enfin, les filles et les fils de ce continent puissent prendre les choses en main. Le clou de ce deuxième sommet citoyen sur la bonne gouvernance, l'alternance et la démocratie est sans conteste l'intervention du président béninois. Patrice Talon s'est dit particulièrement honoré de défendre sur sa terre cet idéal que les dirigeants ne sont pas des dieux et peuvent permettre à d'autres personnes de faire également leurs preuves. Vous comprenez combien c'est difficile au président d'exercice qui a choisi de faire de ses réformes l'alternance comme un élément fort. Combien il est difficile de prôner, de faire la promotion de son idéal à lui dans un espace où tout n'est pas pareil. Un espace dans lequel on ne se ressemble pas tous. Dans lequel j'ai en tout cas l'obligation de ne pas donner de leçons. Vous comprenez donc quelle est ma fierté, comment je suis honoré de défendre sur la terre béninoise cette vertu qu'on attend des gouvernants, de ne pas se prendre pour Dieu tout-puissant, l'Éternel. Et d'avoir l'humilité, de comprendre qu'un autre peut toujours mieux faire. Patrice Talon a ensuite reçu symboliquement au nom des chefs d'État africains le témoin de deux mandats fermes en Afrique, notamment au sein de l'espace communautaire, de la part du professeur David Dossé, coordinateur du sommet de Cotonou sur la limitation du nombre de mandats présidentiels en Afrique. Ce sommet qui a notamment pris fin après 3 jours de travaux avec la publication de la déclaration dite de Cotonou sur la limitation des mandats et la transparence des élections. Au terme de ces 3 jours de rencontres et d'échanges, les participants ont convenu d'établir la liste de recommandations suivantes. À l'endroit des organisations de la société civile ouest-africaine. 1. Faire une large diffusion du protocole A/SP1/01 de la CEDEAO sur la démocratie et la bonne gouvernance à travers des activités multiformes d'information et de sensibilisation. 2. Créer dans chaque État membre un réseau de groupes thématiques pour la diffusion
la mise en œuvre et le suivi du protocole. 3. Organiser à intervalles réguliers de 2 ans le sommet citoyen pour le suivi et l'évaluation de la mise en œuvre du protocole et des politiques communautaires. 4. Créer des conditions d'échange afin d'améliorer les relations civilo-militaires. À l'endroit des chefs d'État de la CEDEAO, 1. Respecter la limite fixée par la CEDEAO et par leur propre constitution de 2 mandats présidentiels dans leur vie. 2. Composer avec la société civile et les organisations syndicales comme entité pour la mise en œuvre et le suivi du protocole A/SP1/01 de la CEDEAO sur la démocratie et la bonne gouvernance. 3. Examiner et valider les amendements de la société civile et des organisations syndicales au protocole et s'engager à les intégrer dans les législations nationales pour l'intérêt général des populations de l'espace communautaire. À l'endroit de l'institution CEDEAO, adopter urgemment un protocole précisant la limitation des mandats présidentiels à 2 dans la vie d'un chef d'État. 2. S'assurer de l'effectivité de la libre circulation des personnes et des biens entre les États membres. 3. Veiller au respect du protocole A/SP1/01 de la CEDEAO sur la démocratie et la bonne gouvernance et sanctionner les États qui ne le respectent pas. 4. Organiser à chaque élection dans la région des missions d'observation et de certification sérieuses, crédibles et indépendantes qui répondent aux vraies aspirations des peuples. 5. Instituer une journée de la CEDEAO, célébrée chaque année à la même date dans tous les États membres. 6. Organiser un événement culturel régional qui réunira la jeunesse de la CEDEAO tous les 2 ans. Fait à Cotonou le 10 juillet 2021, ont signé les participants au sommet. Ainsi donc, après l'éclatant succès du sommet ouest-africain sur la bonne gouvernance, l'alternance et la démocratie, rendez-vous a été pris en 2023 pour le 3e sommet citoyen pour une CEDEAO de peuple dans un des 15 États membres de l'espace communautaire.